Le Haut Conseil des collectivités célèbre le 21e anniversaire de sa mise en place en partenariat avec l'AMADER, une célébration qui se tient à Bougouni au profit d'un atelier avec comme thème électrification rurale des collectivités territoriales du Mali dans l'atteinte des objectifs de développement durable. L'autorité indépendante de gestion des élections s'installe convenablement et les partenaires du Mali l'aident dans ce sens. Elle vient de réceptionner un important lot de matériel informatique de la part du Japon d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, un appui qui devrait renforcer les capacités de l'EGE dans la conduite du processus électoral. Nous allons essayer de déchiffrer ensemble l'étendue du pouvoir des légitimités traditionnelles ou chefs de quartier. Elles sont désormais reconnues. Même une journée, celle du 11 novembre, leur a été dédiée. Cependant, leurs possibilités semblent rencontrer certaines difficultés, notamment dans le domaine du foncier. Ba Traoré et Abdul Salam Bambara nous édifieront dans cette édition. Nous sommes mercredi 5 avril. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Ibrahim Djombele à mes côtés dans ce studio. Bonsoir Ibrahim. Yanjalou Traoré, bonsoir. Le jeûne, ça se passe bien, je suppose. Ah ben, alhamdoulilah. Alors, on va vous souhaiter bon jeûne. Merci. Et je vous laisse la parole pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. C'est à vous. Merci, mesdames et messieurs, et bonsoir. Et tout d'abord, bon site de Ramadan. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 30 mars 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel du programme d'appurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Énergie du Mali, SA. Le gouvernement a initié le programme d'appurement de la dette des fournisseurs d'énergie et de combustible de la Société Énergie du Mali en vue de parer au risque de rupture de la fourniture d'électricité et d'assurer un approvisionnement correct en énergie électrique, facteur important de la croissance économique et du développement social. Par cet accord, de près, la Banque ouest-africaine de développement appuie les efforts du gouvernement du Mali visant à promouvoir le secteur de l'énergie en mettant à sa disposition un prêt des montants maximum en principal de 45 milliards de francs CFA, dont une tranche concessionnelle de 25 milliards de francs CFA et une tranche marchande de 20 milliards de francs CFA. La réalisation du programme, objet du présent financement, permettra d'assurer la continuité de la fourniture d'électricité aux populations maliennes et de soutenir le développement économique et social du pays. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux documents du programme de restructuration et des mises à niveau des entreprises intitulé Phase de la relance 2 2023-2025. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel du Mali et de la politique industrielle commune, le gouvernement et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont formulé depuis 2005 des programmes de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Ces programmes ont été mis en œuvre en plusieurs phases, notamment la phase pilote, la phase de déploiement et la phase de relance 2017-2019. L'objectif de ces différents programmes est d'assurer un appui conseil aux entreprises, aux structures d'appui conseil à l'industrie, et d'améliorer les performances économiques et techniques des entreprises industrielles, de contribuer à la création d'emplois et à la protection de l'environnement à travers les études diagnostiques, stratégiques et globales des entreprises.
La mise en œuvre de ces programmes a permis notamment la mise en place du cadre institutionnel et le fonctionnement régulier des organes de gestion, l'adhésion volontaire au programme de 75 entreprises implantées dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou et Gao, ainsi que dans le district de Bamako, la réalisation des pré-diagnostics de 51 entreprises industrielles et des études diagnostiques de 35 entreprises, la réalisation de l'ensemble des actions immatérielles de 16 entreprises industrielles, le suivi de la mise en œuvre des investissements matériels au sein de 35 entreprises industrielles, la formation aux techniques et méthodologies de restructuration et de mise à niveau de 112 consultants nationaux et d'une vingtaine de cadres de l'administration, la formation des chefs et responsables de 6 entreprises au management et à la gouvernance d'entreprise. Le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises des phases de relance de 2023-2025 est formulé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de la phase de relance 2017-2019. Il s'inscrit dans la logique de promouvoir un développement industriel inclusif, de promouvoir une industrialisation durable et d'encourager l'innovation conformément aux orientations du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023. Les composantes du programme sont le renforcement des capacités institutionnelles, la restructuration et la mise à niveau des entreprises industrielles et le renforcement des capacités des services d'appui et des conseils à l'industrie. Le financement de la mise en œuvre est assuré par l'État, le secteur privé et les partenaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le Conseil des ministres du contrôle des inscriptions dans les institutions d'enseignement supérieur. L'accès aux universités, grandes écoles et instituts est conditionné à l'examen d'un dossier, à l'admission à un test d'entrée, le cas échéant, et au paiement de frais d'inscription auprès du service de scolarité contre une quittance du Trésor public. Il a été constaté qu'à la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage de l'Université des lettres et des sciences humaines, que certains étudiants n'ont pas été inscrits selon ces procédures. Suite à de nombreuses anomalies constatées sur les sites des étudiants remises au chef du département d'études et de recherche, le décanat a mis en place une commission de vérification et d'actualisation des listes issues des inscriptions. Cette vérification a permis de déceler que sur 12 655 étudiants enregistrés, seuls 7 527 avaient un dossier physique auprès du service de la scolarité. 5 128 étudiants considérés inscrits sur les listes n'ont pas versé leurs frais d'inscription à la comptabilité de la faculté. De plus, le contrôle a révélé que des candidats libres ou des professionnels devant payer 50 000 francs CFA pour leur inscription ne s'acquittaient que des mêmes frais que les étudiants irréguliers, soit 5 000 francs CFA. Le manque à gagner pour l'université est estimé à plusieurs millions de francs CFA. Une plainte a été déposée contre les auteurs présumés. À la suite, il a été instruit à l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur de procéder à une vérification des procédures d'inscription des étudiants et de faire parvenir un rapport dans un délai d'1 mois. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite et que les dispositions seront prises pour sanctionner les éventuels coupables. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. À vous, Nyanya, allez au travail pour la suite. Merci beaucoup, Ibrahima Djomili. Bientôt, le 23e forum de Bamako. Il se tiendra exactement les 18, 19 et 20 mois prochains. Le thème de cette édition est le développement local comme facteur de paix et de sécurité. Pour informer nos autorités de cette rencontre de taille qui va abriter notre capitale chaque année, le président de la Fondation Forum de Bamako a été reçu par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw. Abdullah Koulibaly, à sa sortie d'audience, nous parle de la teneur de la discussion avec le président Diaw. Il est au micro de Tamsir Diabaté.
Dans le cadre de la préparation du 23e forum de Bamako, nous sommes venus rencontrer le président du CNT pour avoir sa bénédiction, son soutien et aussi les recommandations. Parce que la thématique du forum, c'est le développement local comme facteur de paix et sécurité. Donc tout ce qui est au cœur de la paix, c'est quelque chose qui concerne les représentants du peuple. D'où l'importance de les écouter sur les points sur lesquels ils pensent qu'on doit s'apaisantir et qu'on doit traiter pour donner ça aux autorités. On a trouvé une organisation, une structure qui est très patriote parce qu'ils ne veulent pas être des figurants, ils veulent être des acteurs, ils veulent participer. Et donc on va mettre un comité de travail entre l'équipe de CNT et l'équipe du Forum de Bamako pour que les acteurs du CNT soient impliqués dans la réalisation du forum. Les attentes du CNT seront satisfaites. Ça, je peux vous garantir. J'ai retrouvé aujourd'hui un leader dont la préoccupation essentielle est le bien-être des Maliens. De notre entendement, la paix ne viendra pas seulement par les armes. La paix viendra en donnant des perspectives aux gens. On va aussi s'enrichir de l'expérience de certains pays voisins. Le Haut Conseil des collectivités célèbre le 21e anniversaire de sa mise en place en partenariat avec la Madère. Une célébration qui s'y tient à Bougouni au profit d'un atelier avec comme thème électrification rurale des collectivités territoriales du Mali dans l'atteinte des objectifs de développement durable. L'atelier va aussi permettre de présenter aux collectivités les différents types de projets, les informer sur les possibilités de financement des projets et programmes d'électrification suivant un partenariat public-privé. Envoyés spéciaux à Sidi Modibo Dambélé, Nouhoum Sissoko à Bougouni. Le 5 avril 2002, le Haut Conseil des collectivités a été installé par Alpha Oumar Konaré, président de la République d'alors. La célébration de cette journée anniversaire donne lieu à des échanges sur des questions relatives au développement régional et local. Le thème retenu pour ce 21e anniversaire est « Électrification rurale des collectivités territoriales du Mali » dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La 7e institution de la République et son partenaire la Madère, avec l'accompagnement du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ont présenté aux collectivités les différents types de projets d'électrification, informés sur les possibilités de financement des projets et programmes d'électrification rurale dans le cadre d'un partenariat public-privé, proposé aux collectivités les modèles de convention et ou contrats de partenariat appropriés pour réaliser un projet d'électrification rurale. La Madère a répertorié 18 000 localités au Mali, abritant des populations de 100 habitants et plus. Et ce répertoire nous permet aujourd'hui, dans le cadre d'un programme d'accès universel en milieu rural, d'ici l'horizon 2030, d'apporter des solutions énergétiques aux populations, quelle que soit leur classe sociale. L'amélioration des services d'électricité pour une meilleure qualité de vie des populations et un développement économique local dans le contexte de suivi des ODD du Mali constitue une préoccupation de première importance pour les hautes autorités du pays. Aussi, apprécierons-nous fortement toutes les activités de renforcement des capacités menées par le Haut Conseil des collectivités avec la Madère au profit de nos populations. L'exercice consiste à doter les collectivités territoriales de compétences pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'électrification rurale dans une dynamique de partenariat public-privé avec l'accompagnement de la Madère. Le Haut Conseil des collectivités s'est fixé comme objectif de faire des plaidoyers auprès des partenaires pour un accès du plus grand nombre de collectivités territoriales aux services énergétiques durables et viables en milieu rural pour l'atteinte des objectifs de l'accès universel d'ici l'année 2030. Le président du Haut Conseil des collectivités a fait part d'un partenariat avec la société Alternaprod qui a électrifié gracieusement 4 mairies et une maternité. Mamadou Satigi Diakité a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Bougouni.
Ici à Bamako, rencontre BCAO, Conseil national du patronat du Mali. Des sujets d'envergure comme la situation économique et financière du pays, le rapatriement des recettes extérieures et le dispositif de centralisation discuté au cours des échanges, nous signale Mamari Kouni. Après quelques années de suspension, la rencontre semestrielle BCAO, Conseil national du patronat du Mali, est de retour. Le cadre donne l'opportunité aux opérateurs économiques d'échanger avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'année 2022 a été impactée par les conséquences de la crise du Covid-19, les embargos imposés à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, ainsi que la crise économique mondiale. Des communications faites par l'équipe de la BCAO, il ressort que notre pays a obtenu un taux de croissance économique de 3,7% en 2022. Pendant la même période, le taux de l'inflation était de 9,7%. En 2023, il est attendu un taux de croissance de 5,1%. Quant au taux de l'inflation, il sera de 2,5%. Les sanctions qui ont été prises au niveau international, les aides budgétaires n'existent pratiquement plus. Nous n'avons plus de programme avec le Fonds monétaire international, ni avec l'Union européenne. La seule source de financement, c'est le marché financier de l'UEMOA. Le président du patronat qui salue la reprise de ces cadres se réjouit de la résilience de l'économie malienne. Moussadek Balidi tirait beaucoup d'enseignements de cette journée. Il y a des chiffres, bien sûr, qui ne nous surprennent pas, tels que les déficits budgétaires. Nous avons vu que 28% des crédits accordés à l'économie, notamment à l'économie privée, vont au secteur du commerce, ça veut dire de l'importation. Les participants ont été édifiés sur le dispositif de centralisation ainsi que le règlement de la centralisation des incidents de paiement. Au sortir de cette rencontre, le patronat veut rencontrer les autorités en vue de réfléchir à un plan de relance et à la restructuration de l'économie du Mali. L'autorité indépendante de gestion des élections s'installe convenablement et les partenaires du Mali l'aident dans ce sens. Elle vient de réceptionner un important lot de matériel informatique de la part du Japon d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Un appui qui devrait renforcer les capacités de l'EJ dans la conduite du processus électoral, nous dit Mamadou Fani. Le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali soutient le processus électoral et institutionnel en contribuant à l'organisation des opérations électorales et référendaires afin de permettre d'avoir une transparence et une crédibilité dans le processus. Elle vient de remettre à l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, un lot d'équipements informatiques. Le Japon est très heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et de retour à l'ordre constitutionnel. Composée d'ordinateurs, d'imprimantes, d'ondulaires et d'autres accessoires informatiques, cette remise est le deuxième acte du projet après la remise d'un lot de véhicules en décembre dernier à la Cour constitutionnelle. L'appui apporté par le PAREM grâce aux contributions financières des partenaires techniques et financiers se matérialise à travers 3 principaux axes d'intervention. Tout particulièrement, le second axe porte sur l'appui à l'organisation des scrutins, avec, entre autres, un renforcement des capacités de l'administration électorale en matière informatique. Vous nous donnez l'opportunité ici d'avoir des outils précieux, un équipement précieux par lequel nous allons pouvoir démontrer à notre nation, à notre peuple, mais aussi à la face du monde entier, toute la détermination de l'autorité indépendante chargée des élections d'occuper sa place, toute sa place dans la reconstruction, dans la refondation. Avec cet appui, l'EJ voit ses capacités renforcées pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et surtout de répondre efficacement aux besoins pratiques en matière d'organisation et de gestion des élections. Après Sikasso, hier soir, c'est Ségou qui désigne ses membres qui vont siéger à l'EJ ce soir. Honoré Tchenou nous les présente. Après plusieurs tentatives pour choisir les membres de la coordination régionale de l'EJ, la société civile dévoile le nom de celui qui doit la représenter. Il s'appelle Mourbo Oumar Koulibaly, secrétaire général du conseil régional de la société civile. Quant aux partis politiques, et par manque de consensus, se sont vus obligés de passer par le tirage au sort. Ce tirage au sort a donc donné la légitimité à Koura Sissoko du parti Adema et Soumaïla Toulouba du parti Rama. Ce choix globalement s'est bien passé.
D'abord, à commencer par les représentants des services publics auxquels nous avons procédé à notre niveau. Ça, c'est presque fini. Ça, le même exercice se passe autant dans la région, n'est-ce pas, qu'au niveau des cercles et les communes. Il nous appartiendra, nous, au niveau région, n'est-ce pas, de compiler tous les résultats qui auront été retenus, tant au niveau de la région qu'au niveau, n'est-ce pas, des communes et des cercles qu'on va envoyer au niveau, n'est-ce pas, de Bamako. À Bamako, maintenant, au niveau de l'Ège national, de faire le travail final pour rendre public tout ce qui aura été retenu comme nom. D'ores et déjà, les 3 membres de la coordination régionale se préparent à remplir les formalités. La coordination des associations et ONG féminines du Mali va à la rencontre de ses bureaux régionaux. Elle a attendu dans les régions de Kaï, Koulikorosi, Kasso, Ségou et Mopti du 6 au 10 avril prochain. À travers cette série de rencontres, le Bureau national entend présenter son plan d'action et profiter de l'occasion pour inviter les femmes à soutenir la transition. Compte rendu à Stanso. Dernière rencontre avant la mission d'information et de sensibilisation au profit des bureaux régionaux de la CAFO, coordination des associations et ONG féminines du Mali. L'objectif de cette tournée, c'est de partager avec nos démembrements notre nouveau plan stratégique que nous avons pu élaborer avec l'appui financier du projet Voix et leadership des femmes de CECI. Notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser, informer, sensibiliser les femmes, les membres de la CAFO, sur leur rôle, leur participation au processus électoral. Elles sont ainsi déterminées, les femmes de la CAFO, à jouer pleinement leur rôle aux côtés de la transition et invitent par la même occasion d'autres à leur emboîter le pas. La tournée commence donc demain. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas apporte sa contribution au développement socio-économique des communes de la région de Mopti. Elle a organisé dans le cadre de son programme Gouvernance locale et redevable phase 2 un concours entre les communes. Objectif, stimuler les communes à instaurer une gestion transparente et une bonne communication avec le citoyen. Boubacar Sankari. La commune rurale de Borko, dans le cercle de Banyangara, arrive en tête du concours de transparence de l'édition 2022 entre les communes de l'ancien découpage de la région de Mopti et remporte 15 millions de francs CFA. La commune de Dourou, également dans le cercle de Banyangara, se classe deuxième et gagne 9 millions de francs CFA. La troisième place qui est revenue à la commune de Derari, dans le cercle de Djéné, remporte 6 millions de francs CFA. Les 15 millions, nous avons déjà délibéré. Nous voulons réaliser un forage. On a un de nos villages, en tout cas, qui a le plus gros problème d'eau du siècle. Au total, 26 communes ont pris part à ce concours initié par le PGLR+, programme de gouvernance locale redevable phase 2. Ces communes ont été départagées selon des critères bien définis par un jury de 18 membres composé essentiellement de services techniques déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales. L'élaboration du budget sur tous les étapes participatives, le débat public, la consultation des chefs des villages, les bilans de la gestion, tout ce qui est communication avec les citoyens, le taux de réalisation de la TRL et la situation des agents au niveau des communes. L'organisation et la réussite d'un tel concours, malgré le contexte sécuritaire et la mobilisation des ressources très difficiles, prouve à suffisance la résilience de nos communautés et des autorités à tous les niveaux face aux multiples menaces. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le programme de gouvernance locale redevable phase 2 est une initiative de 4 ONG néerlandaises. Tenue à Caille de la rencontre préparatoire au démarrage des interventions de la stratégie 3 du sous-projet Maintien des filles au niveau de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement technique professionnel. Là-dessus, la correspondance de Kansoutou Kanouti. Il s'agira pour les experts d'abord de faire quelques présentations sur le Suède et ses principaux résultats, sur la stratégie de maintien des filles à l'école dans les établissements après l'EDF, avant d'échanger avec les participants autour du programme des cours de remédiation au secondaire général et technique professionnelle et les modalités opérationnelles de la mise en œuvre, suivi, évaluation, entre autres. Au fondamental 2, on a réussi à maintenir les filles à l'école jusqu'à des taux de 98%. Une analyse situationnelle montre que ces filles, après avoir franchi les DF, on a recensé encore à peu près 35% des cas d'abandon.
au niveau de ces mêmes filles que le projet Suède avait accompagné pendant sa phase 1. D'où l'idée d'intervenir au niveau de l'enseignement secondaire général et technique professionnel. Sur une liste de 243 établissements au total, 200 établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel ont été retenus, dont 37 pour les régions de Caille et Kita. C'est le lieu pour moi de féliciter les directeurs des académies et les responsables d'établissements ici présents qui ont pris part au processus d'évaluation des besoins. Je saisis donc l'occasion pour leur demander de bien vouloir prendre et faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre réussie de ce volet du Suède. Prennent part à cette rencontre les directeurs des académies de Caille, Kenyeba et Kita, les proviseurs, les directeurs des 39 établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel retenus par le projet. Le mouvement Ambico offre 500 kits alimentaires aux veuves de policiers dans le cadre du mois de Ramadan. Le commentaire de Ba Traoré. La solidarité du mouvement Ambico envers les veuves des policiers en ce mois béni de Ramadan. 500 d'entre elles reçoivent des kits alimentaires comprenant 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile alimentaire. Comme nous sommes au mois de Ramadan, beaucoup de gens demandent. Nous sommes là suite au cri de cœur des veuves policières. Aujourd'hui, nous avons 500 kits, ça fait 500 familles. Les veuves des policiers se joignent à la présidente de l'APM, l'association des policières du Mali, pour saluer ce geste humanitaire qui intervient à un moment crucial pour bon nombre de familles. Ce geste louable de la présidente du mouvement Ambico vient à point nommé car il permettra à nos veuves, à nos orphelins et à des indigents de passer un bon mois de Ramadan. L'association des policières du Mali dit merci. Nous ne pouvons que remercier et encourager cette association Ambico qui est déjà sur terrain depuis 2 ans, qui ne fait qu'appuyer les veuves, les orphelins, les pauvres, et les aider à les sortir de cette pauvreté. Ce don vient rallonger la liste des actions humanitaires du donateur envers les veuves du policier. On se rappelle, Ambico avait offert en octobre dernier des kits alimentaires aux mêmes bénéficiaires à l'occasion du mois de la solidarité. Retrouvons le mouvement Boubacar Sidiki Sangaré BSS qui a aussi procédé à des donations à travers une opération de distribution de vivres aux populations de Lafiabou en commune 4 du district de Bamako. Bokari Koulibaly était sur place. Venir au secours de la population pendant les mois de Ramadan est désormais une tradition du mouvement politique Boubacar Sidiki Sangaré, dit BSS. Le mouvement vient de faire don d'un important lot de vivres à la communauté musulmane de Lafiabou en commune 4 du district de Bamako. L'objectif principal, c'est aider d'abord la politique sociale de l'État. C'est une manière aussi de soutenir la transition. Donc comme Dieu même a dit, et quand vous en avez, il faut partager. Composé essentiellement de sucre et de riz, ces gestes humanitaires viennent atténuer la souffrance des bénéficiaires qui ont rappelé toute la symbolique du geste. Le Ramadan est le moment le mieux indiqué pour les dons. Si tout le monde pouvait s'inspirer de cet acte de bienfaisance, ça serait un véritable bonheur pour les démunis. Ce geste me va droit au cœur. Il va significativement contribuer à minimiser mes dépenses. Je remercie infiniment les donateurs. Que Dieu les aide dans leur vision. Le mouvement BSS envisage très bientôt de procéder à la réalisation de certains travaux tels que la construction d'infrastructures routières, l'électrification rurale, la dotation en moyens roulants des centres de santé, entre autres. Dans le grand format de ce journal, nous allons essayer de déchiffrer ensemble l'étendue du pouvoir des légitimités traditionnelles ou chefs de quartier. Elles sont désormais reconnues, même une journée, celle du 11 novembre, leur a été dédiée. Cependant, leurs possibilités semblent rencontrer certaines difficultés, notamment dans le domaine du foncier. Ba Traoré et Abdul Salam Bambara sont allés savoir. C'est par décret du président de la transition que la journée du 11 novembre est dédiée aux légitimités traditionnelles. La mesure est accompagnée par la remise aux chefs de village et des quartiers des insignes qui permettent de les distinguer et de reconnaître leur rôle dans la société. Mais pour autant, qui sont ces chefs de village ou des quartiers et quels sont les pouvoirs à eux reconnus? Un chef de village reconnu travaille directement avec les sous-préfets et les maires. Donc, c'est le premier pouvoir
dans la nomenclature dans notre pays. Si un problème est posé dans un village, le chef de village appelle ses conseillers, tout le monde parle d'abord, tout le monde donne son avis sur la question et le dernier mot revient au chef du village. Ces légitimités traditionnelles se dressent comme les premiers remparts dans les villages ou les quartiers de leur ressort. Un chef de quartier a beaucoup de rôles à jouer. Précisément, le problème foncier, les conflits entre les gens et puis les relations entre les autorités administratives politiques et nous. Nous sommes les premiers à être saisis par rapport à tout problème, la sécurité, les mariages, les conflits par exemple. Nous proposons un règlement à l'amiable avant toute autre autorité en dehors du village. En même temps, Pas de divergence entre les mairies et ses chefs de quartier ou de village car les relations sont basées sur la concertation mutuelle et reconnaissent les conseils municipaux. Toutes les activités initiées par les collectivités, nous travaillons en collaboration avec eux. Ils sont consultés en amont, on exécute ensemble aussi nos actions. On est en parfaite symbiose avec les chefs de village. Souvent, eux-mêmes, ils ont des soucis. Ils viennent voir la mairie. Dans tel ou tel village, il y a un problème. Donc, la mairie prend des dispositions à 80% pour régler ces problèmes. Seul bémol, malgré ce climat de franche collaboration entre chefs traditionnels, autorités municipales et pouvoirs publics, la gestion du foncier pose problème. Les gens du village et des quartiers font leur morcellement, soi-disant que c'est leur patrimoine, et ils vont voir directement les autorités communales et les autorités administratives sans passer par nous. La gestion foncière est régie par des textes. Il y a un imbroglio qui se glisse dans la gestion foncière. Les chefs de village sont des autorités au niveau de la base, de l'entité de base de gestion de l'État. De ce fait, eux aussi doivent approcher les autorités administratives pour mieux comprendre la gestion foncière. Dans la commune urbaine de Kati, tout comme dans la commune rurale du Mandé, la reconnaissance des autorités de la transition envers les chefs de quartier est vivement saluée par ces derniers. Le programme italien Label Nova Sahel, à travers son projet de formation technique et managériale en agro-industrie et aviculture, renforce les capacités des aviculteurs maliens à travers une session, nous dit Suleiman Sidibé. Ils sont une dizaine d'entrepreneurs en agro-industrie et aviculture à bénéficier de cette session de formation d'une semaine en ligne. C'est un projet italien axé sur la formation managériale, l'innovation et le transfert des technologies dans le secteur avicole et agro-industrie. Notre activité s'intéresse en réalité à tous les secteurs principaux de l'économie dans lesquels nous pouvons explorer des synergies entre l'Italie et les pays du Sahel. Les participants se réjouissent de la tenue de cette session qui va renforcer davantage leurs compétences. La formation, je trouve que c'est de qualité parce que déjà, ça nous permet de savoir où nous orienter et si, avec le temps, et tisser des relations de partenariat avec les Italiens, donc ce qui peut créer une chaîne de valeur pour le Mali. La session, elle est bonne car elle nous permet d'avoir de nouvelles compétences en matière de production et de commercialisation du poulet de chair. La présente session concerne le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle est la suite logique d'une session dédiée à l'agrobusiness, filière, mangue et tomates. Rupture du jeune couplée à une projection de film. L'idée vient du directeur du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, Fousseini Maïga. Ses invités, notamment l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali, celui de l'Union européenne au Mali et le chef de cabinet du ministre de la Culture, ont pu visionner et apprécier les films Wolonvla, chiffre 7, et La route des dieux. Aliou Abdoulaye Touré était sur place. Wolonvla est un court-métrage de 26 minutes de Fousseini Maïga. Le film parle de l'histoire d'une femme du nom de Adéja. Elle porte une grossesse depuis 7 ans.
Les divins prédisent que la 7e tentative d'accouchement est la dernière. Cependant, les esprits malsains ont juré qu'elle n'accouchera pas de son enfant. Au finish, le bébé naquit. Une naissance considérée comme une menace par les divins. Le second film est intitulé La route des dieux. C'est un documentaire de 66 minutes. Le film porte la réflexion sur le trafic illicite des biens culturels africains. Les routes de Dieu, qui est un questionnement, un film de commentaire qui pose un questionnement sur les objets d'art africains, le fait que nos objets d'art, notre patrimoine culturel matériel, une grande partie de ce patrimoine se retrouve dans des musées en Europe, et également le questionnement de la restitution de ces objets d'art, de ce patrimoine. La réalisation de ces projets a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Le diplomate voit en ses œuvres un puissant levier de lutte contre les injustices. Et je pense pour nous, pour les Européens, c'est important de comprendre, oui, il faut rectifier les injustices, mais pour le faire, il faut aussi parler avec les Africains qui sont les teneurs de leur culture et voir comment les soutenir dans la préservation du patrimoine. Après la projection, les échanges se sont approfondis pendant la rupture du jeûne, une occasion de faire aussi des bénédictions pour la paix et le rayonnement de la culture malienne. Hors de nos frontières, direction Kigali au Rwanda pour parler du 35e congrès du mouvement de libération du peuple rwandais. Occasion pour le premier responsable du parti de faire le bilan du chemin parcouru, soumettre à l'appréciation des membres le rapport d'activité 2021-2022 et le plan d'action 2023-2024. Précisons que le président Paul Kagame succède à lui-même à la tête du FPR, le Front patriotique rwandais. Il a été élu par les membres du comité exécutif national. Moussokoro Sérémé, Amadou Dolo. Liesse populaire et ambiance au siège du parti FPR, Front patriotique rwandais Inkotanyi, l'or est à la renaissance pour le peuple rwandais. Ils sont sortis nombreux, militants et sympathisants de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Leur motivation, traduire aux autorités dirigeantes leur volonté manifeste d'adhérer à la vision du mouvement de libération nationale, celle de faire du Rwanda un modèle d'espoir pour l'Afrique et pour le monde. Pendant 1h13, Paul Kagame a fait un exposé en long et en large de l'historique et du bilan des activités menées par le parti, ainsi que les défis dans tous les domaines de développement. Nous percevons ces 35 ans comme 100 ans ou un peu plus. Nous avons dû nous regarder les yeux dans les yeux et trouver des solutions à nos problèmes. Après avoir consacré ces 35 ans à lutter pour la libération et l'émancipation du peuple rwandais, le FPR Inkotanyi mise aujourd'hui sur la jeunesse qui constitue 70% de la population pour relever les défis des 35 années à venir. Et pour y parvenir, cette frange importante doit incarner un certain nombre de valeurs. On a aussi d'autres problèmes à résoudre comme déscolarisation, à la sexualité, aux questions liées au genre et d'autres questions. Donc je suis ici pour attendre ce qu'on va faire comme pays, mais aussi mon rôle en tant que leader de cette organisation-là. Le 35e congrès du FPR Inkotanyi, c'est aussi l'élection d'un nouveau président pour le parti. Et c'est sans surprise que les congressistes renouvellent leur confiance à Paul Kagame. Un minimum de 30% des membres du comité exécutif national doivent revenir aux femmes. Nos envoyés spéciaux à Kigali, Moussokoro Sérémé et Gaussou Touré. Le point Covid de ce 5 avril se présente comme suit. Sur 89 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 5 personnes sont sous traitement. Les obsèques du lieutenant-colonel Mamadou Konaté, décédé le 20 mars dernier, ont eu lieu ce lundi 5 avril 2023 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Elle était placée sous la présidence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Wele. Le reportage de Bemba Sibi.
Le lieutenant-colonel Mamadou Konaté a tiré sa révérence. Ses parents, amis et compagnons d'armes lui ont rendu un dernier hommage le lundi dernier. Le lieutenant-colonel Mamadou Konaté est né le 15 juillet 1976 à Bamako. Pendant tout le temps qu'il passa sous le drapeau, il sillonna le Mali de Kay à Kidal en passant par Ségou. Homme intègre et dévoué à servir sa patrie, le regretté lieutenant-colonel Konaté a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont les plus importants sont entre autres ceux de commandant d'unité en 2006 à la 211e CCAS de Ségou, de commandant au 14e régiment d'infanterie motorisée de Ménaka entre 2016 et 2018, puis officier d'état-major au 42e régiment en 2012 et commandant en second du 41e régiment en 2015. Véritable homme de terrain et très aguerri, il a participé à plusieurs renforts et opérations dont Djabali en 2008, Djigitougou en 2009, puis à l'opération tripartite Mali, Niger et Barkhane en 2016 et l'opération Dambé en 2018. Inscrit au tableau d'avancement pour le mois d'avril de cette année, le destin en a décidé autrement. Le lieutenant-colonel Konaté a obtenu plusieurs décorations dans le cadre des différentes opérations auxquelles il a participé et de la médaille du mérite militaire à titre exceptionnel. Le 1er octobre 2021, le lieutenant-colonel Mamadou Konaté est désigné pour suivre un stage à l'école de guerre en Russie pour 3 ans. C'est d'ailleurs pendant sa formation que la mort l'arracha brutalement, laissant derrière lui une épouse et un enfant inconsolables, des parents, amis et compagnons d'armes affligés. Après la lecture de l'oraison funèbre par le colonel Aboubakar Sérémé, le lieutenant-colonel Mamadou Konaté a été conduit à sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï. Que son âme repose en paix. Amen. Sur ce prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. La météo vous sera présentée juste après moi par Seo Tamboura, demain à 13h, Abdul Karim Kaba, et à 20h45, je serai là, j'espère, pour la grande édition. Et un grand merci à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Borko, Dourou, Derari, Djéné et Mopti. Bonsoir à tous.